C'est avec un essayiste et philosophe de renom, Robert Redeker, et auteur d'un livre qui surprend mais qui est absolument dans l'actualité, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour aux auditeurs aussi. Merci à Robert Redeker. Alors j'ai lu ce manifeste, je dirais quelque part, mais ce manifeste philosophique bien sûr, parce que vous faites beaucoup de références à beaucoup de gens. Je dirais que vous seriez un peu le Karl Marx de Google et des GAFAM, et vous n'avez pas commencé votre livre par cette phrase, mais vous auriez pu: un spectre hante le monde, celui des réseaux sociaux. Et je ne dirais pas que toutes les polices du monde sont à sa recherche, mais enfin... Alors, je voudrais d'abord qu'on parle de ça, et vous avez commencé par Donald Trump et l'exemple de Donald Trump par rapport à ce qui s'est passé. Et ce qui se passe avec les réseaux sociaux, et vous en parlez, vous dites, voilà, il y a les États, l'État Léviathan, Hobbes, et puis il y a une autre puissance, l'État qui s'est forgé depuis des siècles, et une autre puissance qui vise à le remplacer, ou en tout cas qui rivalise déjà, mais qui vise à le remplacer, ces fameuses GAFAM, je rappelle, Google, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Et au fond, vous commencez par la métaphore, qui n'est pas une métaphore, l'exemple de Trump, que j'ai bien suivi aussi. Mais Trump, il a quand même utilisé pour sa conquête Twitter et Facebook, c'était ses armes létales presque, puisqu'il a grandi en faisant, c'est le premier qui utilisait, donc il a utilisé quand il le fallait ces réseaux sociaux, et ça lui a beaucoup servi. Ça s'est aussi retourné contre lui, c'est les deux. Oui. Bon, alors j'ai pas voulu défendre... Trump, ni dans le dernier paragraphe. Très difficile de défendre, mais j'ai pas non plus... Enfin, ce qui m'a intéressé dans ce phénomène, c'est... Non, mais au-delà de Trump, justement. C'est la fabrique de la personne qu'il faut haïr. La fabrique universelle de la personne qu'il faut haïr. Et je crois que cette fabrique-là a beaucoup servi à la croissance des réseaux sociaux comme des GAFA, comme puissance rivalisant ou aspirant à rivaliser avec les États, d'autant plus que, les auditeurs le savent peut-être, il y a chez Google tout un projet politique et anthropologique de fabrication d'une sorte d'espèce nouvelle d'êtres humains, de transhumains. Cela fait partie du projet Google. L'intelligence artificielle, les implants, etc., etc. Ainsi de suite. La mal nommée intelligence artificielle, on voit que le compte Twitter de Trump est suspendu, mais celui des talibans ne l'est pas. Oui. C'est très intéressant comme... Mais alors justement, moi j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, et je le conseille parce que vous parlez de beaucoup de choses, et vous parlez aussi des assises philosophiques, vous évoquez Foucault et Sartre, effectivement, qui jouent un rôle non négligeable. Mais je renvoie au livre, encore une fois, que je conseille aux auditeurs de Sud Radio. Mais la chose, et je voudrais poser la question, parce que moi, la question que je me suis posée, est-ce que, justement, le bémol que je pourrais mettre à votre thèse, c'est qu'au fond, est-ce que ce Léviathan dont vous parlez, alors je vous demanderai de définir le Léviathan, mais on va en reparler, mais cette puissance énorme, est-ce qu'au fond, elle n'est pas quand même au service des politiques? Je m'explique, on le voit aujourd'hui, dans la crise du Covid-19, vous l'avez vu comme moi, on l'a vu avec Trump, c'est qu'au fond, les YouTube, Twitter, Facebook, Google et compagnie obéissent quand même à une certaine idéologie ou doxa dominante. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas encore, je vous pose la question, le politique en fait qui gouverne? C'est-à-dire que Trump, on n'avait pas envie de lui, il fallait le jeter, donc allez, on l'excommunie, on le marginalise, mais Biden, est-ce qu'on ne travaille pas pour Biden? Moi je crois que nous sommes dans le post-politique. C'est-à-dire, nous employons le mot les politiques, les politiciens, mais quand on pense à ce qu'étaient les politiciens ou les politiques, il y a une cinquantaine d'années, dans l'univers du sens, dans l'univers de la cohérence du discours, c'est quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, complètement. C'est-à-dire, la politique
Tenez, vous citiez tout à l'heure Napoléon, avec peut-être un peu de nostalgie. Oui. Ça, c'était de la politique. Il y avait un projet. C'est clair. Il y avait un projet universel. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans l'ère du vide et dans le présent liquide. Ce que l'on appelle les politiciens sont des gens désormais à courte vue, court-termistes, arc-boutés sur leur carrière sans véritablement de projets de haut vol. Donc on est dans le post-politique, mais il en est de même, hélas, des masses. Alors souvenez-vous, il y a 50 ans, 60 ans, le Parti communiste, par exemple, c'était quelque chose. Et c'était quelque chose dans les masses. C'est-à-dire, là aussi, le sens... C'est un parti populaire, voilà, au populaire, sens vrai du terme. Mais le RPR aussi était un parti populaire. C'est-à-dire, le sens et l'histoire étaient vécus par les masses qui participaient profondément à la fabrique de l'histoire. Cela a disparu, et c'est pour cela que, de cette façon-là, que je peux vous dire que nous sommes dans une ère post-politique. Castoriadis avait parlé de montée de l'insignifiance. Vous vous souvenez, votre ami Castoriadis, nous sommes dans l'insignifiance, où les politiciens d'aujourd'hui sont dans l'insignifiance, d'où le fait qu'ils peuvent très bien se renvoyer la balle avec Twitter, les réseaux sociaux, les GAFA, etc., réagir à l'instant même. C'est vrai, mais on va en parler. Est-ce que les GAFA, justement, n'ont pas... ce ne sont pas eux qui sont devenus, mais quand je dis les GAFA, les oligarques, les milliardaires, au sens du terme, je ne fais pas de l'anti-milliardaire primaire, mais on veut savoir, justement, on va creuser avec vous, Robert Redeker, quelles sont les puissances qui ont remplacer ou qui vise à remplacer justement la politique ou les politiciens d'antan. Vous avez vu, le sujet vise large et on parle des réseaux sociaux jusqu'à 14h avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Et je rappelle que votre livre sort aujourd'hui. Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, édition du Rocher. Redeker est sur tous les réseaux sociaux, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Un livre très intéressant sur la guerre des Léviathans, la guerre des puissants. Des puissants, que ce soit l'État d'un côté ou effectivement ces GAFAM de l'autre que l'on connaît. Alors, Robert Redeker, vous dites justement, l'avènement, vous dites que c'est une rupture profonde, anthropologique, philosophique, vous le racontez d'ailleurs avec moult détails et précisions dans votre livre, sur cette espèce d'arrivée, justement, il y a 20 ans maintenant, ça fait pratiquement 20 ans, ces réseaux sociaux, Internet, Twitter, Facebook, Instagram et autres, et plus si affinité. Et vous parlez justement du parc humain connecté, du titre, le titre est de... Sloterdijk, un philosophe allemand, Peter Sloterdijk. Voilà, exactement. Règles pour le parc humain. Règles pour le parc humain, effectivement. L'individu déprivatisé, etc. Mais alors là, je vais jouer évidemment toujours non pas l'avocat du diable, GAFAM, mais à l'aune de ce qui se passait avant, quand vous dites l'ère de l'individu, mais aujourd'hui, nous avons aussi deux types de monde, et vous le savez, vous avez la Chine, par exemple, où Internet est puissamment, je dirais, contrôlé, vous avez les dictatures, vous connaissez, vous avez les extrémismes, et vous avez été malheureusement bien placé à un moment donné pour le savoir, les intégristes et tout ça, c'est le véritable totalitarisme. Est-ce qu'il a vraiment besoin, alors il utilise évidemment les réseaux sociaux, on le voit, et avec quelle ferveur, mais est-ce que depuis toujours, il n'y a pas eu tentative de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, et des technologies qu'ils avaient à l'époque pour avoir des moutons face à eux? Mais bien sûr, même l'empereur, l'admirable Napoléon, dont on parlait tout à l'heure, voulait avoir les Français pour lui. Et quand on lit Musset, la confession d'un enfant du siècle, Musset dit que les femmes en 1805 en France enfantaient pour donner des soldats qui allaient mourir à l'empereur. C'est donc un sacrifice à l'ancienne. Et donc il y avait bien sûr une mise en condition, mais il me semble que ça avait un sens. Ou bien, souvenez-vous, Maurice Barrès, qui est pourtant un auteur parfois
très intéressant, Bien un tour sûr. extraordinaire dans Les Déracinés, où Tout à fait. la scène sur Napoléon, et Napoléon professeur d'énergie, enfin, est magnifique. Et Maurice Barrès était appelé le rossignol des tranchées, hein, puisque depuis Paris, à travers la presse, il appelait « Allez vous faire tuer dans les tranchées, allez vous faire tuer ». Donc la Mourir pour la patrie, le sort le plus beau. Enfin, oui, etc. mais c'est peut-être vrai. On peut, en plus. on peut se poser la s'interroger question. là-dessus. Voilà. Mais et donc il y avait eu une mise en condition généralisée. Mais alors, par rapport à ça, justement, cette mise en Mais là, c'est condition autre chose. qui est là depuis des siècles, qui a toujours existé, quelle est la rupture, quelle est la nouveauté qu'introduisent les réseaux sociaux? Je crois que nous avons une transformation de l'être humain avec une destruction de l'espace de l'intériorité, de l'espace de la réflexion. Hein. C'est lié à la notion de temps. De l'immédiateté, de ce que les médias appellent le temps réel. Enfin, le temps réel, c'est en fait la disparition du temps, et l'intériorité, la réflexion a au contraire besoin comme ça, du temps. Et donc nous avons aussi un type d'être humain qui doit être transparent, plat comme une vitre, qui n'aura plus, cela c'est un effet de la moraline des réseaux sociaux, qui n'aura plus de jardin secret, qui ne peut plus avoir de double vie ni de triple vie. Oui, vous voulez dire on va partout, il n'y a plus il y a que de la transparence, il n'y a plus de vie privée, quoi. C'est ce que vous dites, vous dites partout. Il n'y a plus de vie privée, il peut même plus y avoir de domicile privé. La crise du Covid a accéléré cela. De domicile privé, c'est-à-dire où vous êtes chez vous. Alors il y a bien sûr les caméras de surveillance par lesquelles vous croyez pouvoir surveiller l'entourage. Mais ils ne sont pas dans la maison, Robert Redeker, la caméra. Si. Dans votre appartement, il n'y a pas de caméra. Enfin, désormais, les caméras sont chez vous sous prétexte que vous allez sécuriser votre propre domicile. Mais en fait, tout ça est centralisé, et vous croyez surveiller, mais en même temps les caméras vous surveillent vous. De même la domotique, c'est-à-dire on va tout faire à votre place. Vous pensez à un morceau de musique, eh bien, Alexa l'enclenche immédiatement. Oui, je vous demande ça. Je demande à Alexa et elle me l'envoie le numéro. Voilà. Ouais. Vous allez dans une pièce, la lumière s'allume toute seule, la porte, etc. Donc là, c'est le domicile privé qui était un refuge, comme l'intériorité, qui disparaît complètement. Et cela, c'est effectivement un tournant anthropologique. Bon, et c'est l'invention. Alors de ce point de vue-là, je suis un défenseur de la bourgeoisie. L'homme bourgeois, c'est ça. Hein, si vous voulez. C'est celui qui a le secret, enfin, qui peut garder le secret. C'est une invention de la bourgeoisie. Oui, du temps de l'aristocratie, tout le monde voyait tout et vous déféquiez en public. C'est ça. C'est vrai que c'était une liberté, enfin, un peu spéciale. Oui. Et l'âge bourgeois se termine par l'effet des réseaux sociaux qui sont très anti-bourgeois, vous savez, où les GAFAM, etc., disent « mais nous sommes le progrès, nous sommes l'avenir, nous sommes au-delà de tout ce qui se fait ». Ça veut dire que nous sommes au-delà de l'homme tel qu'il a été constitué par l'âge bourgeois. Alors justement, mais qui dit bourgeois, est-ce que, au fond, encore une fois, c'est très intéressant d'en débattre avec vous. Qui dit bourgeois, est-ce qu'il ne dit pas aussi hypocrisie? Après tout, vous le savez très bien, dans ce qu'on appelle l'univers bourgeois, depuis des siècles, il y avait effectivement ce qu'on montrait, ce qu'on ne montrait pas, mais quelquefois, ce qu'on ne montrait pas était très peu reluisant dans l'incohérence entre le discours et l'action. Et je dirais au fond, et je reviens à ce que vous avez dit sur la domotique, tout cela, mais pourquoi je serais moins libre si je maîtrise? Parce que tout le problème, c'est de maîtriser la maîtrise. Si j'arrive à maîtriser la maîtrise, ou alors vous me direz que c'est impossible, mais je ne crois pas. Pourquoi, effectivement, je ne pourrais pas utiliser la technologie au service de ma liberté? Pourquoi c'est impossible? Mais ce n'est pas vous qui arriverez à maîtriser la maîtrise, elle se maîtrise ailleurs. Elle se maîtrise dans les grands centres de surveillance. Oui, mais l'utilisation, c'est moi quand même. Moi ou vous. Mais nous sommes entièrement traversés par les injonctions qui nous poussent à les utiliser. Nous croyons, me semble-t-il, être libres dans leur utilisation, mais nous ne le sommes pas. Moi-même,
J'ai beaucoup de présence sur Twitter ou Facebook. Je crois être libre. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas? Je ne crois pas. Franchement, vous ne croyez pas. Je ne crois pas. Mais c'est vous qui utilisez. Attendez, non, mais c'est intéressant, Robert Rodecker. C'est vous qui décidez de faire un tweet, de tweeter ou d'utiliser Facebook quand vous voulez. C'est vous. Non. C'est pas vous. Non, je réagis à des choses. Je crois qu'il y a deux moments. Il y a des moments où je me dis, je vais faire un tweet ou un post Facebook parce que j'ai quelque chose que je trouve important à dire. Voilà. D'autres fois, je me dis, je vais là, comme on allait avant au café du commerce, écouter un peu n'importe quoi, peut-être dire un peu n'importe quoi, sans grande importance, mais je préfère... Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je jouais aux courses, donc j'allais au café du commerce, écouter ce que disaient les gens sur les chevaux, etc. Les deux vont ensemble. Vous voyez, vous êtes libre quand vous avez des choses à dire. Pardon ? Mais il y a une troisième solution. Allez-y. Ça, c'était les deux aspects. Oui. Et le troisième aspect, c'est que je suis mis hors de moi ou excité dans l'immédiateté, vouloir répondre par colère ou etc. Et là, je ne suis pas libre du tout. C'est-à-dire, en fait, on est libre que quand on agit sur ceux qui dépendent de nous. Et là, ça ne dépend pas du tout. Vous voulez dire, vous êtes piqué, vous réagissez à la piqûre, c'est ça? Il ne faut pas. Il ne faudrait pas. Ouais. Oui, alors ça c'est intéressant parce que là il ne faut pas vous introduire un critère moral, je dis pas moraline, mais moral quand même là-dedans. Bien sûr. Et c'est le vrai problème parce que moi je continue à croire que les réseaux sociaux c'est le meilleur et le pire, mais ça dépend quand même, vous qui avez connu Sartre et compagnie, ça dépend quand même de votre liberté. Votre liberté est toujours là. Vous vous dites non, la liberté n'est plus là. Nous sommes dans un univers où la liberté est de moins en moins là. Voilà. La liberté, je crois que c'est d'abord la liberté d'abstention. C'est-à-dire la liberté de ne pas participer, dire non, je ne m'en mêle pas. Bon. Mais de plus en plus, c'est le contraire qui se passe. On voit bien. Alors, je ne veux vexer personne, je ne veux pas dire du mal de la société, mais on voit bien que quand on lit tout ce qu'il y a sur Twitter ou Facebook, les gens ne sont pas vraiment libres. Ils croient l'être. Ils ont une conscience de la liberté, de leur liberté, qui est une fausse conscience, en fait. Bon. Il me semble que la liberté apparaît. Dans ce livre, je fais une opposition entre l'opinion publique et l'opinion telle qu'elle se constitue aujourd'hui, que l'on sonde, qui est quantitative. Et l'opinion publique se fonde sur la lecture. Et il faut, dit Kant, un public qui lit. Sur la réflexion, la discussion. C'est-à-dire, un temps, cela, ça n'existe plus. Mais Robert Rodecker, là, vous mettez... Non, c'est très intéressant. On va continuer d'en parler avec les auditeurs et vous. Mais vous mettez en opposition ceux qui lisent. Alors, eux, c'est l'opinion publique. Eux, ils ont... Enfin, je dis pas qu'ils ont le droit de parler, mais ils sont là. Et les autres. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui ne lisent pas, qui ont un bon sens. Et moi, je suis... pas moi qui vais m'opposer à la lecture. Mais qui ont quand même du bon sens et qui réagit beaucoup plus que certains intellectuels que vous connaissez comme moi et qui décollent à plein tube. Bon, je vais encore citer personne. Le bon sens, c'est quelque chose qu'il faut défendre, quelque chose que... alors je le dis dans d'autres travaux que je vais faire, quelque chose que tout un système intellectuel d'aujourd'hui s'acharne à détruire, quelque chose que la déconstruction... à partir des années 70, a cherché à détruire. De même, Bernanos a dit que la modernité, c'était un complot universel contre l'intériorité, la disparition de l'intériorité. Je crois que c'est ça, l'affaire des réseaux sociaux. Bon, mais ça va plus loin. C'est aussi un complot, cette affaire, et du côté des intellectuels, contre le bon sens. Voilà. Descartes a dit... Descartes, qui devait être notre flambeau français, paraît-il, a dit que le bon sens, c'est-à-dire la raison, est la chose du monde la mieux partagée. Quand on regarde certains travaux intellectuels, on se dit, faut se poser la question. Il n'y a plus
le bon sens chez de nombreux philosophes. Par contre, le cordonnier, le comptable, celui qui a une petite entreprise, chez lui, le bon sens reste, parce que sinon, il disparaît. On est tout à fait d'accord, on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio, mais je rappellerai la phrase de Michel Léris, « Modernité, merdonité ». Dur de rebondir là-dessus, mais évidemment, comment utilisez-vous les réseaux sociaux? On vous pose la question. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et est-ce que vous craignez aussi, comme Robert Decker, une surveillance généralisée avec le développement des nouvelles technologies? Évidemment, vous posez vos questions, vous débattez avec lui et il sera libre de vous répondre, mais il le fera. Sud Radio. Vous avez fait le bon choix de nous appeler au 0826 300 300 parce qu'on va pouvoir débattre avec Robert Decker, auteur de ce livre Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, et qui sort aujourd'hui, d'ailleurs je le rappelle. Et nous avons un auditeur, donc c'est Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, je ne partage pas le point de vue de votre intervenant. Oui. Je crois que les réseaux, bien sûr, il faut être prudent, mais il faut juste maîtriser son ego. Qui nous pousserait bien sûr à nous mettre en avant en utilisant notre nom. Moi, à titre personnel, par exemple, vous voyez, j'écris des livres sous un pseudo. Je passe à la radio avec un autre pseudo. J'utilise les réseaux sociaux avec un troisième pseudo. Bref, je ne me mets pas en avant à titre personnel. Dans ma vie, personne ne me connaît, enfin, entre guillemets, sauf ceux qui sont proches de moi. Ouais. Et je crois que les réseaux sociaux, c'est le souffle du renouveau et c'est justement un booster de la démocratie. Et ça permet à une minorité de s'exprimer et peut-être d'éveiller l'esprit de ceux qui sont entre soi et qui pensent justement maîtriser le monde. Et je crois que si on veut justement évoluer vers une nouvelle société, il faut être à l'écoute sans pour autant imaginer que bien sûr on va être stigmatisé parce qu'on s'exprime à la radio, parce que derrière on s'exprime devant des réseaux sociaux. Juste une question Pierre, avant de donner la parole à Robert Decker. Pourquoi vous utilisez des pseudonymes? Pourquoi vous ne mettez pas votre nom? Alors déjà d'une part parce que c'est uniquement parce que à l'époque mon père, lorsque d'abord j'ai commencé par écrire des livres, oui. Donc j'étais pas sur les réseaux sociaux à l'époque, ça n'existait pas et ou très peu. Et mon père me disait écoute, n'écris jamais sous ton nom parce que ça ne sert à rien, ça ne peut que te mettre en valeur. Et après tout, si tu écris mal, on pourrait éventuellement te critiquer. Donc je l'ai fait uniquement pour ça. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant dans un premier temps, un peu moins parce que c'est vrai que lorsqu'on veut être un petit peu connu, évidemment quand entre le nom et le pseudo, c'est déjà plus difficile, mais ça permet évidemment de se protéger par rapport à des gens qui voudraient peut-être vous attaquer pour des raisons diverses. On va en parler. Robert Decker, sur le fond. Je comprends cette idée de ce désir de protection, mais bon, il me semble que quand on entre dans le débat public, et ce que Pierre semble faire, il faut avancer à visage découvert, pas s'avancer masqué sur la scène des réseaux sociaux, dire qui on est. Je crois que c'est mieux également, beaucoup mieux pour les lecteurs de savoir à qui on a affaire. Alors, juste un mot là-dessus, parce qu'on ne va pas parler. Moi, personnellement, j'étais comme vous, Robert Decker, je ne le suis plus pour une raison très simple. Alors là, c'est typiquement sur les réseaux sociaux, pas sur les livres. Les livres, je pense qu'il faut vraiment les signer. Et on a fait des pseudonymes, j'en ai utilisé, mais pour des raisons politiques évidentes. Imaginez quand même aujourd'hui, et là on revient à la surveillance, imaginez aujourd'hui que je suis employé ou salarié dans une entreprise et que j'émets sur Twitter ou sur Facebook ou ailleurs des propos qui ne vont pas du tout plaire au patron de mon entreprise. Donc je risque quand même de me faire, sinon licencier, en tout cas très sévèrement mal voir. Et je crois que beaucoup de gens qui prennent des pseudonymes, c'est aussi pour ça, pas par peur de se faire de sanctions, quoi. Oui, la peur, c'est évidemment une motivation pour se cacher. De notre côté, il y a une différence entre s'exprimer et dire des choses justes sur l'entreprise dans laquelle on travaille, et la dénigrer. Oui, pardon, non. Moi, je ne parlais pas de l'entreprise, je ne dis rien sur l'entreprise. Mais si supposez que j'ai des opinions politiques, et on revient à votre livre, à la liberté, j'ai des opinions politiques très opposées à celui qui m'emploie, ou à celui ou à la direction qui m'emploie. Ça n'a rien à faire avec l'entreprise, c'est pas pour dénigrer l'entreprise. Mais cette personne verra ça signé, il dit celui-là, ça me plaît pas beaucoup. Là, c'est extrêmement grave.
Mais oui. Là, c'est extrêmement grave. Ouais. Alors, notre auditeur Pierre disait que cela fait progresser la démocratie. Mais dans ce cas-là, si vous êtes sanctionné parce que vous avez des opinions politiques différentes de celles de vos employeurs, les réseaux sociaux sont alors le contraire de la démocratie et sont un danger pour la démocratie. Mais c'est surtout les employeurs, dans ce cas-là, qui censurent. Hein, bien sûr. Vous le savez. Augustin. Merci Pierre de nous avoir appelé. Bien sûr, mais c'est une pression sociale également. Les employeurs censurent, mais c'est tout un climat social. Et c'est même aussi de l'autocensure. C'est-à-dire, cette peur d'une censure pousse à l'autocensure, et l'autocensure, il y en a énormément dans notre société aujourd'hui. C'est même, quand on regarde les médias, l'expression, l'autocensure est la maladie la plus grave que connaît la liberté aujourd'hui en France. Cela, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. Et ne vous autocensurez pas quand vous nous appelez au 0826 300 300, et c'est ce que vous faites avec Youssef qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Youssef. Oui, bonjour Youssef. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi personnellement, je suis partagé parce que il y a quand même comment on appelle ça, un souci de génération également dans les réseaux sociaux, parce que moi je suis né en 76. Oui. J'ai découvert comme vous Internet et les réseaux sociaux par la suite. Bien sûr. Et soit on s'y adapte, soit on s'y adapte pas. Ceux qui s'y adaptent le plus facilement, c'est bien ceux qui sont nés là après et qui sont nés dedans, on va dire. Ouais. Ils sont nés avec, donc pour eux c'est quelque chose de normal. Pour moi c'est pas forcément quelque chose de... C'est normal, j'utilise pas trop de réseaux sociaux. Il y a même des choses, je sais même pas comment on fait, donc je suis pas trop de technologie. Mais moi je dis quand même qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand même, parce que si on fait de la politique par exemple... on prend un risque. La personne elle sait très bien que si elle va commencer à parler de choses censurées à la base, c'est un risque pour elle. Après, voilà. Donc chacun prend son risque et voit ce qu'il doit faire. Moi personnellement, si j'ai des choses à dire, je vais pas utiliser un réseau social, parce que voilà, je sais pas qui va lire derrière. Pas prendre de risque. Mais Youssef, si vous ne l'utilisez pas, vous allez le lire où? Vous les direz à vos amis, à vos connaissances? Et puis, il a un bulletin de vote. Oui, il a un bulletin de vote. C'est une fois tous les 5 ans, ça. Moi, je suis à l'ancienne. Je regarde mon journal, mon journal télévisé et les journaux, les médias en journaux, quoi. Voilà, je suis pas journaliste, donc je vais pas faire le métier d'un journaliste. Non, bien sûr. Mais si vous les exprimez, si vous avez des choses à dire... Si je devais m'exprimer, ça serait compliqué. Hein. Voyez. Pour moi, ça serait compliqué d'entrer dans un réseau social et de m'exprimer. Je comprends. Merci Youssef. Augustin. Merci à vous. Peut-être souhaitez-vous réagir? Écoutez, on se retrouve dans un instant au 0826 300 300 avec Robert Redeker. À tout de suite. Et vous nous écoutez, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio, et vous êtes, nous sommes avec Julien qui nous appelle de Tarbes. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour à vous, merci de me donner la parole. Du coup, je me permettais de vous téléphoner parce que le sujet est relativement intéressant. J'ai été piqué de curiosité également parce qu'à une certaine époque de ma vie, j'ai été en scolarité avec un enfant de monsieur Redeker. Et du coup, j'aurais voulu réagir parce qu'effectivement, la liberté face aux réseaux sociaux est pour moi une illusion complète. Parce que dans un cadre maîtrisé, ça peut permettre effectivement aux personnes de s'exprimer. Mais le revers de la médaille est de voir la gestion qui est faite de ces réseaux sociaux et justement la création de la liberté apparente. Vu qu'il peut y avoir de la censure, de la critique, vu que ça passe par l'écrit, et que dans les débats, on ne peut pas mesurer l'intonation, la volonté de la personne en face de soi, ça limite fortement l'intelligibilité de tout ça. Et pour moi, la liberté n'est qu'une apparence, elle n'est pas réelle. C'est un vrai contexte qui est à double tranchant. Les réseaux sociaux vont permettre effectivement à une catégorie de personnes de pouvoir s'exprimer entre eux, d'avoir des partages, des informations, des choses intéressantes. Mais du moment qu'on va embrayer sur une autocensure liée à la politique ou une censure par les modérateurs des réseaux sociaux et des choses comme ça
ça coupe la liberté d'expression complète et la liberté individuelle. Donc à partir de là, les réseaux sociaux sont devenus, à mon avis, un outil qui permettent de manipuler un petit peu l'opinion de masse à travers des sujets qui vont être mis en avant et d'autres qui vont être masqués. Donc on ne peut pas parler de liberté aujourd'hui en utilisant les réseaux sociaux. Alors on peut parler de liberté ou pas, Robert Redeker, par rapport à ce que dit Julien? Oui, bonjour Julien. Donc je vois que nous avons quelque chose en commun. Je ne sais pas trop quoi. Je voulais répondre. Je crois que à l'idée de manipulation des masses, il me semble plutôt que à travers... C'est le contraire de ce qui se passait autrefois, qu'à travers les réseaux sociaux, les masses essaient de s'organiser pour manipuler les pouvoirs ou les médias aussi, et ceux qui ont quelque part une puissance de décision. Voilà. D'où l'écart parfois criant et l'incompréhension entre une sorte d'idéologie dominante dans certains médias et dans les sphères du pouvoir. Alors on l'a vu avec l'affaire des Gilets jaunes par exemple, on le voit avec l'affaire du Covid, avec l'affaire du Covid. Donc l'affaire de Monsieur Trump aux États-Unis, l'affaire de Monsieur Trump. Bien sûr. Voilà, l'écart entre une sorte de pensée dominante officielle qui est celle de la superficie peut-être de 10% de la société, et ce que les masses pensent ou essaieraient de penser. Alors je ne dis pas que ce que disent les masses ont raison, parce que c'est souvent très confus. Cela charrie parfois, alors on l'a vu dans les manifestations contre le pass sanitaire, cela charrie parfois des choses très désagréables à constater. Exceptionnel. Mais voilà. Mais il y a cet écart. Il me semble plutôt que les masses essaient d'influencer à travers les réseaux sociaux, qui est alors leur seul moyen d'expression, donc parfois très confus comme on l'a dit, ceux qui décident d'une part et essaient d'être une contre-parole à une idéologie officielle. Leur contre-parole que l'on cherche toujours à censurer. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça, mais non, vous ne pouvez pas dire ça, mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Donc quel est le degré de liberté du moment qu'on ne peut pas dire quelque chose sans affirmer comme alors Julien, oui, alors je vais vous dire, je voudrais continuer ce qu'a dit Robert Redeker, mais par rapport à ce que vous dites, moi je crois que, attendez, je vais vous dire, les réseaux sociaux aujourd'hui, pour le meilleur et pour le moins bon, c'est 20 fois plus intéressant, 200 fois plus révélateur que les sondages. Et quand je dis ça, c'est clair. On est entièrement d'accord. Voilà. C'est-à-dire que la parole qui sort des réseaux sociaux, encore une fois, je ne fais pas de jugement moral là-dessus. Deuxièmement, et vraiment sur le fond, c'est quoi? C'est le clergé, la noblesse et le tiers-état. Si on croit que c'est fini, ça n'a jamais été aussi puissant et présent. Vous avez le clergé politico-médiatique, vous avez la noblesse industrielle-capitaliste, oligarque, et puis vous avez ce tiers-état qui est très morcelé, qui ça n'a rien à voir, hein, comparaison n'est pas raison avec 1788. Mais, si vous voulez savoir ce qui se passe, encore une fois, dans le bon, dans le mauvais côté, eh ben heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Sinon, ce n'est pas dans le clergé politico-médiatique, ce n'est pas à la noblesse capitalo-administrative que vous allez avoir ce qui se passe dans votre pays ou ailleurs. On le sait. Julien. Voilà. Comme il y a encore une quarantaine d'années, pour savoir le café du commerce. Absolument. Donc qui n'existe plus, très sympathique, qui n'existe plus, où l'on entendait tout et n'importe quoi. C'est très intéressant. Ou bien les marchés. Ou les marchés, absolument. Ou les marchés, dans le petit village du Lauragais, je vais encore sur le marché, voilà, et l'on entend ce que le clergé dont vous parliez, ce clergé ne soupçonne peut-être même pas l'existence. Même pas, absolument. Il vit à des kilomètres d'allées-lumière du marché du Lauragais, donc il ne sait pas. Et là, il peut se renseigner un peu. Augustin. Julien, vous vouliez peut-être répondre... un dernier élément, effectivement, parce que quelle est la pertinence... Alors,
ça a double tranchant, ça permet effectivement de peut-être amener des contre-opinions au niveau de la masse et de faire émerger ces informations. Par contre, quelle est la véracité d'un outil qui est mis à disposition du tiers-État par la bourgeoisie initialement? C'est moi la question que je me pose quand même, parce offrir au tiers-État une libre parole totale émanant d'un souhait de la bourgeoisie, je mets en doute... alors n'oubliez jamais, Julien, que Karl Marx et Engels étaient de très bons bourgeois. N'oubliez jamais qu'à un moment donné, ça commence comme ça. Croire que ça ne se passe que dans l'entre-soi, c'est jamais ça. Et dans la Révolution française, beaucoup des gens les plus importants... Les États généraux. Les États généraux, c'était quoi? C'était les bourgeois qui l'ont fait. Après, à vous d'utiliser l'arme. Et puis vous dites, quel est, juste un mot, quelle est la vérité par rapport à ça? Enfin, ce qu'on peut exprimer. Mais ce qu'on peut exprimer, justement, c'est ce qui échappe, si vous voulez, à la doxa. Et c'est pour ça que ça les emmerde. Et c'est pour ça que quand Robert Redeker parle de censure, qui censure? Qui censure? Eh ben, c'est les patrons du GAFAM, c'est le pouvoir. Regardez ce qui se passe dans un certain nombre de journaux, ou de radio, ou de télévision. Et vous conclurez par vous-même. Robert, si vous voulez ajouter quelque chose. En tout cas, merci pour ce temps d'échange. Merci. Oui, par exemple, les États généraux sont convoqués par la noblesse, par le roi, pour essayer d'encadrer le mécontentement. Alors, on sentait bien qu'il y avait une parole populaire qui poussait, et donc on va encadrer ça avec les États généraux, et ça explose. Tout à fait. Bon, les gilets jaunes auraient pu être aussi une forme d'états généraux comme ça. Alors on les a caricaturés, on s'est débrouillé pour que ça tourne à la violence, me semble-t-il. Mais c'était pas ça au départ. C'est loin de là. Mais c'était pas ça du tout au départ. Bien sûr. Merci Julien de nous avoir appelé. Vous avez vu, ça crée beaucoup d'échanges en plateau. Et nous sommes avec Joseph qui nous appelle depuis la frontière belge. Et oui, bonjour Joseph. Oui, est-ce que vous êtes du bon ou du mauvais côté de la frontière belge? Dites-moi tout. Bonjour de vos invités. Mais écoutez, je suis témoin, moi, j'ai 73 ans, donc très longtemps que mon père m'a amené parce qu'il faut travailler dans les mines. Je suis vraiment le témoin de ce qu'on vous dites sur le plateau, avec les GAFA et le nouveau système là, qu'on entend avec votre précédente invitée, le woke, le woke, la culture woke. Moi, je viens d'une île au milieu de la Méditerranée qui a une langue, une culture millénaire qui était vraiment formidable et tout. Ce sont la civilisation nuragique très peu connue par le grand monde, par le plus grand des gens. Comment ont-ils réussi à, à nous coloniser, entre guillemets, et faire partir notre civilisation sur notre culture, mais en prenant en otage des gens, en le formant en tant que prof, en tant que dirigeant, etc. Et petit à petit, dans les écoles, on disait, parler l'italien, c'est intelligent, parler le sarde, c'est vraiment être des terres à terre, des bons à rien, des bergers. Donc, un petit peu à la fois, tout ça s'est créé, et tout, alors que c'est une île très riche, on a dû émigrer avec les Italiens pour aller chercher un pas ailleurs, parce que eux, les grands groupes, venaient s'approprier des mines, etc., qu'il y a dans notre île. Ils sont toujours là. Et en plus, on a fait ici dernièrement, depuis quelques années, des émissions avec des amis que j'ai là-bas sur place, avec des télévisions locales, avec des radios locales, des émissions dans notre langue. En sarde. Et c'est incroyable la censure qu'on a eue. Incroyable. Mais vous vouliez dire quoi par rapport aux réseaux sociaux, ça Voilà que les réseaux sociaux sont dans les mains de ces GAFA qui essayent, quand on ne parle pas comme eux, qu'on ne va pas dans leur sens. Donc ça, comme on dit si bien, c'est fini, on n'a plus le droit de parler, même les télévisions et les radios locales, ils ont été censurés partout. Partout. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Oui, mais dites-moi, ce que je comprends pas, c'est juste un mot, je voudrais bien Robert Redeker parler. Je comprends pas parce que dans les réseaux sociaux, on peut parfaitement créer des plateformes en sarde ou en breton, etc. Aujourd'hui.
Eh ben voilà, ça vous permet au contraire, parce qu'il ne faut pas trop d'argent, il ne faut pas trop de moyens pour créer une web télé, vous voyez. Mais on l'a fait, mais on l'a pas fait avec les réseaux sociaux habituels que nous connaissons ici en France, etc. On a pris des réseaux sociaux qui viennent directement des pays de l'Est ou de l'Asie, et c'est grâce à eux qu'on est libre aujourd'hui de continuer à parler notre langue, notre culture, de parler de nous librement. Et là, on n'est pas censuré. D'accord. Robert Redeker. Bon, ça c'est... D'abord, je suis un grand défenseur depuis toujours des langues régionales, en particulier de l'occitan, mais depuis toujours, qui a été une langue d'enfance avec l'allemand pour moi, puisque mes parents sont allemands tous les deux. Bon. Et il y a, où on a sur Facebook ou Twitter des échanges en occitan, ça existe. Hein. C'est pas du tout censuré par les algorithmes. Alors, on pourrait même penser que si vous voulez dire des choses un peu en dehors du politiquement correct, je ne suis pas sûr que, si vous les dites en occitan, en breton ou en basque, je ne suis pas sûr que les algorithmes vous les suppriment. Il n'est pas certain que les algorithmes connaissent ces langues minorisées. Mais voilà un Robert Redeker, défenseur des réseaux sociaux. Non, pas défenseur des réseaux sociaux, mais du tout, puisque anthropologiquement, enfin, je sais ce que c'est. Il y a des enjeux métaphysiques, politiques, etc. Mais dans tout, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Des marges de manœuvre. Voilà, exactement. Des failles dans lesquelles on peut s'infiltrer et un peu de liberté que l'on peut récupérer. Mais ça ne change rien sur le fond. Un peu de défaut dans la cuirasse, un peu de talon dans l'Achille. Écoutez, si vous voulez éviter la censure, en tout cas, vous pouvez parler occitan sur les réseaux sociaux ou nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Reste dans le sud avec Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour messieurs. En fait, je souhaitais faire un commentaire concernant le livre dont a parlé la dame tout à l'heure, destiné aux petits-enfants, elle a précisé. Oui. Donc, au-delà du problème de racisme, moi je vais aller plus loin. Je pense que comment peut-on proposer à des petits-enfants des livres où il est question de violence? Bon, ça déjà, pour moi, c'est un gros problème. Et je pose la question à tous ces éditeurs, quand allons-nous foutre la paix aux enfants avec des problèmes d'adultes que ces mêmes adultes n'arrivent plus à gérer? Donc moi, je suis pour qu'on foute la paix dans tous les domaines aux enfants. Voilà. Parce que je pense en plus que ces éditeurs et ces écrivains, en fait, ces messages sont passés aux parents via les enfants. C'est-à-dire qu'on se sert des enfants, on fait des livres pour les enfants, pour que ce soit les parents qui en prennent connaissance. Donc pour moi, c'est très pernicieux. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire simplement concernant les réseaux sociaux, je voulais conseiller à tous les candidats à la présidence de la République de prendre leur petit bâton de pèlerin, leur 4L ou leurs 2 chevaux et de sillonner toutes les routes de France pour aller rencontrer les gens et non pas passer tout le temps par le filtre réseau social ou par le filtre médiatique. Les deux sont aussi importants les uns que les autres. Et c'est même encore plus important de rencontrer les gens directement, puisque les gens pourront s'adresser à eux sans aucun filtre, sans peur et sans être censurés. Angèle, vous parlez d'or, je dirais, vraiment. Écoutez, nous avons d'autres appels. Merci Angèle de nous avoir... Je voudrais lui répondre, parce que c'est quand même très intéressant. On peut peut-être opposer Jean Lassalle, qui a essayé quelque chose comme ça, au grand débat de notre actuel président, après les Gilets jaunes, pour les rouler dans la farine, hein, quelque chose, parce qu'il n'en est rien sorti, et puis tout a été oublié. Et Emmanuel Macron n'a rien appris du grand débat
de ces rencontres avec ce qu'on appelait les gens de la France d'en bas, ça lui a simplement permis de parader et de laisser croire qu'il avait beaucoup plus de bon sens et qu'il était beaucoup plus intelligent que ses interlocuteurs. Ce dont parle Angèle, c'est de la rencontre entre un homme. Ça a été le général de Gaulle, je crois, par exemple, de la rencontre entre un homme et un peuple dans sa réalité, dans sa matérialité. C'est le premier point sur lequel je voulais lui répondre, et en l'approuvant, et lui répondre aussi sur le second. En effet, on essaie de convertir à une sorte d'idéologie woke les parents à travers les enfants. Et cela, c'est pas nouveau. Ça a déjà existé dans la RDA. La sinistre RDA, voilà, où, dans laquelle les enfants étaient même poussés à dénoncer leurs parents lorsque leurs parents avaient des conversations qui n'étaient pas dans l'idéologie dominante. Voilà. Et certains éditeurs, et même, je suis obligé de le reconnaître avec beaucoup de tristesse, certains instituteurs ou professeurs essaient de faire en sorte que les enfants influencent les parents à travers ces leçons-là de l'école. En particulier, alors, sur des thèmes très très simples, de type écologique, le tri des déchets, etc. Je vois beaucoup d'enfants faire la leçon à leurs parents à partir de ce qui leur était dit à l'école. C'est vrai. Il faut le souligner. Ça rappelle votre chère Greta, André. Je peux juste rajouter un truc ? Allez-y. Juste, ça va très vite. Je voulais simplement dire que quand moi, il m'arrive de choisir un livre pour un enfant, quand je vais dans les librairies, malheureusement, je ne peux que reconnaître qu'il y a au moins 50% des bouquins qui, franchement, ne concernent pas les enfants. Ils s'adressent aux enfants, mais en fait, ils s'adressent aux adultes. Ouais, c'est un vrai problème qui est soulevé là. Merci, Angèle. Et c'est en adulte que vous nous appelez tous au 0826 300 300. Et nous sommes avec Abdel qui nous appelle du Loiret. Bonjour Abdel. Oui, bonjour Abdel. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à tous. Je vous écoute, Abdel. Bah écoutez, moi je voulais intervenir sur les réseaux sociaux. Oui. Je ne sais pas si sur le plateau vous avez lu Homo Deus de Yuval Noah Harari, du futur, où là on nous déballe réellement, vous savez, j'ai envie de dire que c'est le tome 2 de Orwell. Là où on est réellement en train de exactement construire ce qu'on devrait penser, comment penser, j'ai envie de dire que c'est là où sévissent tous les mercenaires de l'idéologie future d'un régime où qu'il soit. Donc, on voit très très bien comment ça s'est passé dans les printemps arabes, ça s'est très très mal passé d'ailleurs, hein, on voit bien ce qui se passe. Et moi, je ne serai ni en porte-à-faux avec les réseaux sociaux, ni pour. J'ai envie de dire qu'il faut nuancer un peu. Parce que c'est certain qu'elle va nous donner une réelle liberté. Par exemple, comme les émissions, par exemple, on peut regarder et re-regarder tout ce que vous faites sur Sud Radio. Moi, je vous ai découvert grâce à YouTube. On va pas se mentir. Mais au moment où YouTube va commencer à censurer des vidéos de François, par exemple, parce que moi, je les regarde tous. Et à ce moment-là, je vois des vidéos qui sont en train d'être rediffusées parce qu'à un certain moment, YouTube a décidé que il y a des vidéos qui partent contre leur pote Macron, par exemple. Ben là, ça devient de l'Orwell avec une puissance numérique. Et ça, c'est ça en fait, c'est contre ça qu'il faut lutter. Alors, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des GAFAM des GAFAM parallèles, effectivement, voilà, des contre-pouvoirs. Des GAFAM parallèles, tout à fait, des GAFAM parallèles où on a un monopole, je ne sais même pas si on peut dire de l'État ou quelque chose comme ça, de manière à ce que ce n'est pas les intérêts privés qui vont régner. Si on part dans ça, je pense que... Là, on rentre vraiment dans Orwell, quoi. Absolument. Alors, j'aimerais, Youssef, que Robert Redeker vous réponde. C'est vrai qu'il pose le problème, et on voit bien. Et c'est tout ce dont vous parlez dans votre livre aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette toute-puissance, mais il y a le monopole. Comment créer des contre-pouvoirs à ces soi-disant contre-pouvoirs? Ce sera très
je veux pas paraître pessimiste, mais le problème s'est déjà posé une première fois en 1981, au moment de la victoire de François Mitterrand, avec la question des radios libres. Lorsque il s'est agi de casser le monopole, c'était l'ORTF à l'époque, de l'ORTF, plus RTF, de casser ce monopole et de permettre une parole. Et effectivement, il y a eu une parole, véritablement une parole libre pendant quelques mois ou peut-être quelques années. Hein, c'est ça. Puis sont arrivés là-dessus des grosses sociétés capitalistes qui ont voulu mettre la main sur l'audition des radios et également sur ce qu'il s'y dit et ce qu'on y passe. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Voilà, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Vers le souffle de liberté s'est retourné. Il y a eu une multiplication des radios, en effet, mais un appauvrissement du contenu et le contenu qui est entré dans un modèle. C'est un problème extrêmement difficile. La langue de Zop, le meilleur et le pire, mais lisez le bouquin de Robert Decker, lisez cet essai, Les réseaux sociaux, la guerre des Léviathans. Beaucoup de choses à dire et à apprendre.